Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire assez complexe et les légendes tenaces des Ismaéliens nizarites. On les connaît souvent comme les assassins. Mhm. Pour ça, on s'appuie sur des ouvrages historiques, des encyclopédies, et notre but, c'est un peu de démêler le vrai du faux, quoi. Oui, et c'est pas simple. Parce qu'une bonne partie de leurs propres sources, des archives ismaéliennes originelles, a disparu. Ah oui, comment ça? Mais notamment avec la destruction de bibliothèques clés. Pensez à Alamut ou même au Caire fatimide avant ça. Du coup, on dépend souvent de récits écrits par leurs adversaires. D'accord, donc il faut lire entre les lignes. Exactement. Une analyse critique est indispensable. L'historien Juvaini, par exemple, il faut le lire avec prudence. Alors, commençons par le début. Qui étaient-ils, ces Ismaéliens nizarites? Alors, c'est une branche de l'islam chiite. Ils se sont établis en Perse sous la direction d'une figure clé, Hassani Saba. Hassan et Saba, oui. C'est lui qui a pris la forteresse d'Alamut vers 1090, une forteresse réputée quasi imprenable. Impressionnant. Et Alamut, c'était quoi exactement pour eux? Juste une base? Oh non, bien plus que ça. C'est devenu leur centre névralgique, un État dans l'État, en quelque sorte. Et c'était aussi un centre intellectuel, avec une bibliothèque renommée qui attirait des savants, des érudits. D'accord. Et leur réputation d'assassin, elle vient d'où? Leur méthode? Oui, leur méthode était, disons, particulière. Très stratégique, pas du tout aléatoire. Ils pratiquaient l'assassinat ciblé. Ciblée, c'est-à-dire? Ils visaient des personnalités politiques, militaires, souvent des ennemis qui persécutaient leur communauté, comme les Seljoukides, la dynastie turque de l'époque. Les Seljoukides, oui. Le vizir Nizam al-Mulk, par exemple, est une de leurs victimes présumées les plus célèbres. Et comment ils faisaient ça concrètement? C'était secret? Pas toujours, justement. Ces actes étaient réalisés par des fidaïs, des volontaires très dévoués, prêts à mourir pour la cause. Des fidaïs, d'accord. Et ils agissaient souvent en public. Avec des poignards, c'était leur signature. Ils faisaient attention à éviter les victimes civiles et ils n'utilisaient pas de poison, a priori. Ah, c'est intéressant ça. Le poison, on l'associe souvent à ce genre d'intrigue. Exactement, là c'était différent. C'était aussi une forme de guerre psychologique. L'idée était de marquer les esprits, de semer la peur chez les dirigeants ennemis. Comme l'histoire du poignard près du lit? Tout à fait. Cette anecdote, vraie ou pas, illustre parfaitement cet objectif. Montrer qu'il pouvait atteindre n'importe qui, n'importe où. C'était très calculé. D'accord. Mais alors ça contraste quand même pas mal avec les légendes, hein. Je pense à Marco Polo. Ah oui, Marco Polo. Il a vraiment popularisé une image très différente, très romanesque. Il parle de quoi exactement? De jardins secrets Voilà. Un jardin secret paradisiaque à Alamut. Et surtout, l'usage de hashish pour endoctriner les jeunes recrues. Le vieux de la montagne, donc Hassani Saba ou ses successeurs, leur faisait croire qu'ils avaient un avant-goût du paradis. C'est de là que viendrait le mot assassin alors, de hashichine. C'est la théorie popularisée par Marco Polo, oui. Et ces histoires ont eu un impact énorme en Occident. Elles ont forgé l'image des assassins pendant des siècles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense? La recherche moderne, elle dit quoi? La recherche moderne, elle démystifie pas mal tout ça. Les études sérieuses, comme celle de l'archéologue Peter Wesley à Alamut, Oui. n'ont trouvé aucune preuve de ce jardin extraordinaire. Aucune trace archéologique. D'accord. Et pour le hashish? Pareil, peu de preuves solides. Même les chroniqueurs ennemis de l'époque, comme Juvéini, qui a pourtant visité Alamut juste après sa chute et qui n'était pas tendre avec eux, Mhm. eh bien, même lui ne parle ni de jardin paradisiaque, ni d'usage systématique de drogue pour motiver les fidaïs. Alors, ce terme hashichine, il sort d'où? Il existe quand même. Oui, oui, le terme existe bien. On le trouve dans des textes arabes dès le XIIe siècle. Mais il était utilisé par leurs ennemis. C'était péjoratif. Ah, dans quel sens alors? Probablement pas au sens littéral de consommateurs de hashish. Plutôt dans le sens de marginaux, gens de peu, hérétiques, populaces peut-être. C'était une insulte, une façon de les dénigrer socialement et religieusement. Je vois. C'est un bon exemple de comment une étiquette péjorative peut rester, même si elle est basée sur de la propagande. Tout à fait. Propagande hostile ou simple mauvaise compréhension d'ailleurs. Et cette période d'Alamut, comment elle se termine? Brutalement, avec l'invasion mongole. C'est Ulugu Khan, le petit-fils de Genghis Khan, Oui. qui prend Alamut et les autres forteresses nizarites en 1256. Tout est rasé. Et le pire, c'est sans doute la destruction de la grande bibliothèque d'Alamut. Ah oui, la perte des sources dont on parlait au début. Exactement. Une perte immense pour comprendre leur propre vision de leur histoire, de leur foi.
C'est la fin de l'État nizarite en Perse. Et la communauté, elle, n'a pas disparu. Non, non. La communauté s'est dispersée, elle a survécu, souvent dans la clandestinité d'ailleurs, en pratiquant ce qu'on appelle la taqiyya. La taqiyya, c'est-à-dire? C'est une forme de dissimulation de la foi permise en islam chiite en cas de danger ou de persécution grave. Ça leur a permis de traverser des périodes très difficiles. Et ils existent toujours aujourd'hui? Absolument. L'histoire ismaélienne a continué sous la direction de leurs imams successifs. Et cette lignée perdure aujourd'hui avec les Aga Khan, qui sont les imams actuels des Ismaéliens nizarites. Donc pour résumer un peu tout ça, les Ismaéliens nizarites, c'était bien plus qu'une secte de tueurs drogués, comme la légende le voudrait. Oui, largement. C'était une communauté religieuse, politique, intellectuelle, avec ses propres stratégies, sa propre histoire. Une histoire complexe, marquée par la persécution, mais aussi par une grande résilience. Et les légendes, bien que très cinématographiques, reposent sur peu de choses concrètes finalement. C'est ça. Elles nous en disent peut-être plus sur ceux qui les racontaient, et sur la fascination mêlée de crainte qu'ils inspiraient, que sur la réalité historique des Nizarites eux-mêmes. Ça amène à réfléchir d'ailleurs. Oui. Je me disais à quel point notre vision de certains groupes du passé, surtout ceux qui ont été vaincus ou marginalisés, est façonnée par les récits des autres. Parfois des récits hostiles, parfois juste fantaisistes, comme ceux de Marco Polo, alors que leur propre voix, elle, s'est souvent perdue. C'est une excellente question. C'est tout le défi de l'historien face au silence, aux sources partielles ou fragmentaires. Comment essayer de retrouver une image plus juste, malgré tout ça? Une question fondamentale, en effet.